Coucou, tu as la RCH ou la colite ulcéreuse? Eh bien déjà, bienvenue sur cette chaîne parce que c'est la thématique principale de cette chaîne. Moi je m'appelle Lara, je suis docteure en anthropologie de la santé et nutrithérapeute spécialisée dans les troubles du côlon déjà à la base parce que mon mari est lui-même atteint de la RCH et qu'il vit aujourd'hui très harmonieusement avec cette maladie, le tout sans médication aucune et de manière autogérée. Alors moi dans cette vidéo, j'aimerais te faire part d'une découverte que au fur et à mesure de mes recherches de terrain, j'ai faites sur l'une des causes déterminantes de l'apparition de cette maladie et aussi de l'apparition de ces poussées à répétition. Et j'aimerais t'en parler, t'en faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Mais déjà, si toi aussi tu es atteint de RCH, je te recommande déjà de t'abonner à cette chaîne. C'est déjà un bon début pour pouvoir suivre un petit peu quels sont les secrets de la méthode Tilara que j'ai fondée pour rester et vivre harmonieusement avec la RCH. Et puis j'aimerais juste te dire déjà au passage que pour ma part, je ne suis ni végane, ni crudivore, ni keto, ni paléo, ni je ne sais quoi. Je suis plutôt une adepte du chemin du milieu et j'ai cru voir à ma grande joie qu'on peut tout à fait se mettre en rémission sans partir dans un extrême alimentaire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose de vraiment très précieux que j'ai découvert en croisant les données de mes patients atteints de RCH et je pense que cette chose pourrait vraiment être très profitable pour toi pour que tu puisses arriver à mieux te gérer dans tes poussées, dans tes rémissions. Et je te conseille de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je livre à la fin de la vidéo carrément le récapitulatif de ce que je m'apprête à t'expliquer. Donc du coup, tu peux même le photographier pour ne rien oublier. Alors voilà, à force de questionner mes patients, il y a un trait commun qui a commencé à ressortir, on va dire un dénominateur commun qui n'est pas là où j'aurais pensé qu'il serait. C'est-à-dire que j'aurais pensé que le dénominateur commun de toutes les personnes qui ont la RCH, ce serait une mauvaise hygiène alimentaire, ou bien un stress accru pendant de nombreuses années, ce qui n'est pas du tout à exclure, mais c'est pas vraiment le petit truc, la petite étincelle similaire que je retrouve dans le parcours de vie de chacune de ces personnes. C'est pas forcément dû aux aliments en tant que tels, à une vie particulièrement junk food ou bien à un régime, voilà, j'aurais pensé qu'un régime vegan étant très riche en fibres pourrait mener à l'apparition de cette maladie et d'ailleurs c'est le cas chez beaucoup de personnes, mais c'est pas encore le truc qui viendrait expliquer ce que je pensais avoir trouvé. Et au final, j'ai découvert que chez chacun de ces patients, en tout cas ceux qui sont venus me voir, après je ne vais pas généraliser sur la planète entière, mais au vu de ce que j'ai pu voir sur mon terrain jusqu'à présent, et j'espère que ça va être enrichi, c'est que en fait, il y a chez chacun de ces patients la présence de ce que j'appelle des excès alimentaires sournois. Alors pourquoi je dis sournois? Parce qu'en fait ce sont des excès alimentaires qui ne sont pas vécus comme étant des excès, dans la mesure où en fait la personne, lorsqu'elle réalise cet excès, eh bien elle n'a pas la conscience qu'elle le réalise parce qu'elle n'a pas les signaux du corps qui lui indiquent que quelque chose ne joue pas. C'est pas comme une personne qui éprouverait ou qui serait dans une crise de boulimie et qui mangerait jusqu'à se sentir mal. Et puis là, du coup, elle devrait arrêter. C'est vraiment des excès alimentaires où la personne consomme des choses qu'une personne lambda ne pourrait pas consommer en quantité et puis ne ressentant rien de particulier, pas de nausées, pas de symptômes d'écœurement, pas de trop-plein, eh bien elle continuerait simplement de manger comme si elle était anesthésiée en fait au niveau de l'estomac. Je suis même pas sûre que ce soit lié à cette notion d'absence du sentiment de satiété. J'ai l'impression que c'est encore plus subtil que ça, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai vraiment pu retrouver dans le parcours de chacune des personnes qui sont venues me consulter. Alors, je vais donner des exemples concrets en fin de vidéo pour que tu puisses vraiment saisir ce que je veux dire par là. Mais pour moi, c'est très sournois parce que ces personnes ont été capables de mener ces excès alimentaires non conscientisés sans avoir premièrement de conséquences immédiates. Et puis la deuxième chose fait que c'est sournois dans le sens où du fait qu'il n'y a pas de conséquences immédiates, la personne ne va pas en fait arriver à faire remonter la cause.
Pour moi, la RCH, c'est une maladie que je qualifierais de maladie retard, ou une maladie qui est lente à la détonation, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il va y avoir ce genre de comportement excès sournois qui vont se produire, mais qui ne seront pas forcément réguliers. Ce n'est pas un trait caractéristique d'une personne. Ça peut être à un mariage, puis à un moment donné un anniversaire, puis tout à coup un mercredi soir, mais sans aucune vraiment raison autre que ceux qui mangent passent bien, c'est bon, et puis ils ne s'en rendent pas vraiment plus compte que ça. Et c'est sournois, la RCH finalement, parce que ces mêmes personnes, lorsqu'elles se mettent en rémission, vont recommencer à avoir ce genre de comportement sans même réaliser que c'est d'ailleurs un comportement. Et puis ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai pu manger, je sais pas moi, j'ai pu m'envoyer 2 cheeseburgers, ça a passé comme une lettre à la poste. Et puis, alors du coup, 2 semaines après, elles peuvent s'envoyer à nouveau 2 cheeseburgers, et c'est marrant, en plus je grossis pas. Et puis à un moment donné, le côlon craque en fait. Sans prévenir, sans crier gare, il n'y a pas vraiment... Alors il y a des signes annonciateurs que j'exprime en webinaire à toutes les personnes qui s'inscrivent pour apprendre à décoder en fait l'apparition d'une poussée, mais ce n'est pas des symptômes annonciateurs très très apparents. Donc sans être initié à ce décodage, on ne peut pas comprendre qu'en fait c'était un symptôme annonciateur d'une poussée qui est en train de se mettre en place. Donc finalement c'est vraiment vécu comme quelque chose de sournois, la RCH, parce que c'est lent à la détonation et finalement le vernis craque, le côlon craque et il est littéralement sous l'eau. En fait, il n'arrive plus à gérer et à trier l'eau de la matière fécale. Pour te donner un peu 3 exemples concrets et qui vont faire que peut-être tu vas te reconnaître dedans ou pas du tout d'ailleurs, et que tu te reconnaisses ou pas, laisse un message ou laisse un commentaire pour venir enrichir cette discussion, ce serait vraiment bienvenu d'ailleurs. Mais j'ai le cas de ce patient, j'ai dû un tout petit peu changer les prénoms, donc j'ai gardé la lettre. Donc c'est ce patient qui s'appelle Victor, qui vient de Poitiers, qui est chiropraticien et qui, avant de se mettre en poussée, en fait, était capable de s'envoyer 1 ou 2 pots de purée d'amande par jour, simplement parce que c'était bon et que ça avait l'air de très très bien passer. Or, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement fibreux, et pour une personne lambda, la personne, on peut s'envoyer 2 pots par jour, mais au bout d'un moment, on va quand même se sentir normal. Si on est entre guillemets normalement constitué, le corps va envoyer des signaux pour nous indiquer qu'il faut stopper. Ça, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, c'est facile, c'est mon mari. Lorsqu'il avait 30 ans, il était capable de s'envoyer, tu sais, ce kilo de raviolis en boîte à la tomate. Lorsqu'il n'avait pas eu le temps de se faire à manger, il s'en envoyait un le soir, de temps en temps, le kilo entier, même froid. Et puis ensuite, il peaufinait avec un dessert par-dessus, il allait directement se coucher et il n'y avait aucune conséquence. Et le 3e exemple, c'est cette étudiante qui était en année sabbatique et qui a passé ses 3 derniers mois d'année sabbatique, je crois, à Lille, dans un village de pêcheurs, à faire la fête avec plein de gens. Et pendant 3 mois, elle m'expliquait que c'était vraiment la fête avec tout le monde, c'était un peu des excès. Et ce qu'elle qualifiait comme étant un peu des excès, c'était quasiment tous les soirs des frites avec des chips et de la bière, avec aucune conséquence, en tout cas apparente ou immédiate. Donc même elle me disait, mais c'est fou parce que même mes amis me disaient, dis donc Félie, t'es capable de t'envoyer des kilos de frites et des litres sans prendre un gramme, c'est fou. Et d'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui sont, en fait, qui s'évaluent comme étant chanceuses justement de pouvoir mener ces excès qu'elles ne qualifient pas d'ailleurs comme étant forcément des excès puisqu'elles se sentent bien. Donc c'est des personnes qui souvent se disent « Ah, c'est vrai que j'ai de la chance, je peux manger tout ce que je veux, je grossis pas ». Et en fait, ce qu'elles prennent pour du « je ne grossis pas », ça devient de la RCH plus tard, voire peut-être même du Crohn. Je n'ai pas encore récolté ça chez les Crohn. Mais toujours est-il que si tu te reconnais dans ce genre de conduite alimentaire, et ne crois pas que c'est forcément des conduites qui sont régulières, c'est pas forcément toutes les semaines, c'est juste qu'il y a une capacité à le faire et elle est exploitée, voilà. Eh bien, n'hésite pas à immortaliser ton passage sous cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour enrichir cette discussion. Et puis, je te laisse prendre connaissance maintenant du petit résumé que je viens de te concocter. Tu peux même le prendre en photo d'ailleurs pour ne rien louper de l'essence du propos de cette vidéo.
Moi, je te souhaite de bien prendre soin de toi et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!